Merci de vous être déplacé par ce beau soleil. Vous venez travailler avec nous. Cette rencontre étant effectivement plutôt à vivre comme un temps de travail avec vous autour de ce que nous allons produire dans le cadre de l'appel des appels et de manière plus générale autour des thématiques que l'appel des appels travaille depuis quelques années maintenant. Il y a eu beaucoup d'ouvrages, en tout cas plusieurs ouvrages consacrés à l'évaluation. Aucun ne s'était centré sur les grilles d'évaluation, comme nous avons voulu le faire autour de Barbara Cassin dans cet ouvrage, donc dirigé par Barbara Cassin et Roland Gori. C'est un travail long, qui a été certainement fastidieux, parce que c'est toujours très difficile de faire un ouvrage collectif, en particulier quand il s'agit de réunir des gens d'horizons très différents. Nous partageons et nous partageons encore toutes sortes de points communs, c'est ce qui a permis justement de donner le fil conducteur à cet ouvrage, mais nous sommes contents de pouvoir vous présenter enfin maintenant, après une longue maturation. Et c'est autour donc de ce thème de l'évaluation et des grilles d'évaluation, plus précisément, que nous allons à tour de rôle prendre la parole cet après-midi. Alors, pour dire les choses dans l'ordre, après l'intervention, l'introduction que je vous propose maintenant, c'est Roland Gori qui prendra la parole, à la fin en tant que contributeur de cet ouvrage, et évidemment, bien évidemment aussi, en tant qu'il est l'un des deux lanceurs de cet appel, de l'appel des appels que vous connaissez. Après quoi, nous donnons la parole à Aurélien Klopp, qui travaillera et qui nous fera part d'une synthèse très rapide de cet ouvrage pour que vous en ayez quelques aperçus. Et puis ensuite, Josiane Bigot parlera de son point de vue de magistrat, de la question de l'évaluation de la magistrature, à partir des textes qui s'appuient ou qui sont consacrés à ce point dans cet ouvrage. Christine Nicolo parlera, elle, ensuite, de sa propre contribution à cet ouvrage et de son témoignage et de ce sur quoi il peut déboucher en matière d'avenir. Et j'en ferai de même pour terminer autour de ma propre contribution et de ce que celle-ci nous permet aussi d'espérer, et je dirais en quelques mots, que s'il y a des choses difficiles à vivre en ce moment, il y a aussi des pistes d'espoir, il y a aussi des réussites, il y a aussi de bonnes raisons de continuer à travailler et à se battre comme nous tentons de le faire. Voilà. Sans trop tarder, oui. Vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est l'appel des appels? Ah ben, c'est ok. On va se volontiers. Peut-être tout simplement, c'est maintenant que tu veux le faire, tu enchaîneras. Alors je vais dire nous, en signature d'un appel que Roland Gori et Stéphane Chédry lançaient en décembre 2008 et dont certains d'entre nous ici, à cette tribune et aussi dans cette salle, sont des signataires et parmi les premiers signataires. Donc cet appel des appels disait que nous, professionnels du soin, du travail social, de l'éducation, de la justice, de l'information et de la culture, attirons l'attention des pouvoirs publics et de l'opinion sur les conséquences sociales désastreuses des réformes hâtivement mises en place ces derniers temps. À l'université, à l'école, dans les services de soins et de travail social, dans les milieux de la justice, de l'information, de la culture et de la recherche, la souffrance sociale ne cesse de s'accroître. Elle compromet nos métiers et nos missions. Au nom d'une idéologie de l'homme économique, le pouvoir défait et recompose nos métiers et nos missions en exposant toujours plus les professionnels et les usagers aux lois naturelles, naturel était écrit entre guillemets, aux lois naturelles du marché. Cette idéologie s'est révélée catastrophique dans le milieu même des affaires dont elle est issue. Nous, professionnels du soin, du travail social, de l'éducation, de la justice, de la recherche, de l'information et de la culture,
Refusons qu'une telle idéologie mette maintenant en faillite le soin, le travail social, l'éducation, la justice, l'information et la culture. Cet appel était signé le 22 décembre 2008 et il garde, vous l'aurez compris en tout cas, une grande actualité aujourd'hui. C'est sur la base de cette déclaration, lancée par deux psychanalystes, José Guy Roland et Stéphane Chevry, et qui se faisait à l'époque l'écho d'une inquiétude profonde des professionnels de l'espace public, que près de 90 000 signataires avaient à cette époque apporté, donc 90 000 aujourd'hui, à ce jour, apporté leur soutien à ce mouvement d'opposition sociale et culturelle au tournant néolibéral consolidé par différentes réformes gouvernementales qui introduisent dans les métiers des valeurs étrangères à leurs objectifs et à leurs finalités. Voilà. Et c'est à partir de cet appel que nous avons travaillé, que nous nous sommes réunis, comme le dit cet appel, venant d'horizons très différents. C'est le cas des cinq que nous sommes sur cette estrade, et probablement, comme c'est le cas parmi tous ceux qui sont ici, et dont je me connais des gens venant de milieux très différents. Voilà. Ça répond à votre question? Voilà. Donc c'est dans la lancée et dans le tournant de ce mouvement que nous avons travaillé et que cet ouvrage s'inscrit précisément venant de contributions de tous ces milieux différents. Voilà. Voilà. Je peux te mettre la première. Voilà. Eh bien, merci. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être là pour débattre avec nous. Un grand merci à la librairie Kléber de vous accueillir, comme elle le fait d'ailleurs régulièrement depuis déjà de nombreuses années, et à mes amis au comité local d'avoir organisé donc cette rencontre. Alors, votre question est très pertinente, parce que, effectivement, qu'est-ce que c'est la Voix des Appels? C'est un collectif initié par un certain nombre de professionnels qui constataient dans des champs extrêmement divers, c'est-à-dire aussi bien à l'hôpital, aussi bien dans les services de médecine que dans des services de psychiatrie, ou bien encore dans des CMP, etc., mais aussi dans les laboratoires de recherche, mais encore, si vous voulez, dans les tribunaux de magistrats, mais encore dans les écoles, encore dans les collèges, dans les lycées, mais aussi dans les salles de rédaction, mais encore dans les lieux culturels, que finalement, leur métier se trouvait menacé par les réformes, qu'à l'époque on appelait les réformes Sarkozy, et qui visaient un peu à rattraper le retard, je le mettais entre guillemets bien sûr, le retard que la France avait pris par rapport, si vous voulez, aux réformes conservatrices initiées par Margaret Thatcher en Angleterre, en Reagan aux États-Unis, Berlusconi et bien d'autres dans les pays européens. Donc, si vous voulez, on avait l'impression que nos métiers étaient menacés, que, en particulier, ce qui pouvait les menacer, ces métiers, c'est qu'ils n'étaient plus évalués, c'est-à-dire dotés d'une valeur en fonction des finalités qui étaient les leurs, c'est-à-dire enseigner, soigner, chercher, informer, juger, etc. Mais ils étaient en quelque sorte évalués avec des normes gestionnaires qui constituaient vraiment le cheval de Troie d'une logique de marché dans des secteurs d'existence sociale qui jusque-là avaient été préservés. Donc l'idée, c'est important par rapport à cet ouvrage, l'idée, si vous voulez, c'est que la normalisation en quelque sorte de ces métiers, le contrôle de ces professionnels s'était mis en place non pas pour améliorer la qualité des services qu'ils pouvaient rendre, la qualité des soins, etc., mais plutôt comme une espèce de colonisation des mœurs, de civilisation, si vous voulez, des mœurs des professionnels, pour les amener à penser le monde autrement, à se penser eux-mêmes autrement, et à penser, si vous voulez, le rapport aux autres autrement. C'est-à-dire, en gros, pour aller très vite, pour simplifier, on avait l'impression qu'on passait, par exemple, dans le domaine des services publics, d'une vision de nos métiers, de style service, mission de service public, à quelque chose qui devait être plutôt une prestation de service au sens, on dira, privé du terme. C'est-à-dire qu'il y avait là une volonté qui surtout ne tenait absolument pas compte des scènes professionnelles sur lesquelles, si vous voulez, se trouvaient mises à neuf ces pratiques.
C'est très important parce que vous devez comprendre que, par exemple, la compétitivité soit un concept majeur quand on est dans un stade comme le stade de Vélodrome à Marseille. Mais c'est moins évident quand on est dans un service d'urgence, c'est moins évident quand on est, bien sûr, dans un tribunal. On a vraiment l'impression, si vous voulez, qu'on ne tenait absolument pas compte des finalités même des pratiques professionnelles. Ce qui devait prévaloir, c'était une manière de penser, on peut dire, oui, quelle est une figure anthropologique d'une société d'entrepreneurs, où le sujet n'est plus qu'un entrepreneur de lui-même, comme disait Michel Foucault, où les pratiques professionnelles doivent l'initier, en quelque sorte, à cette manière de se penser, et où la société n'est plus à ce moment-là que, pour introduire cette association de copropriétaires, entrepreneurs divers et variés. Donc, pour faire simple, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais pour faire simple, à ce moment-là, c'est d'abord important et qui a certainement eu un écho dans l'opinion publique, et un écho, si vous voulez, chez les autres professionnels, c'est cette idée que, quel que soit le lieu où on constatait une souffrance psychique et sociale des professionnels, elle résultait, si vous voulez, de la même normalisation. La norme, on vient le voir au sens conventionnel, la norme, c'est la somme des exigences imposées à une existence. Si vous voulez, la normalisation, c'était la somme des exigences qui étaient imposées à des professionnels, et moins, encore une fois, pour améliorer les services qu'ils pouvaient rendre, que pour les amener à penser le monde, à se penser eux-mêmes, à penser leur rapport aux autres, selon une manière qu'on va nommer, pour les dire, néolibérale. On reviendra là-dessus, peut-être simplement, tout de suite une parenthèse. Le propre du néolibéralisme par rapport au libéralisme, c'est finalement de considérer qu'il n'y a aucun secteur de l'existence sociale qui puisse s'exempter d'une analyse économique, d'une intelligibilité des modèles économiques. C'est comme ça qu'on va rendre compte de la délinquance, c'est comme ça qu'on va rendre compte du nombre d'enfants produits, si j'ose dire, en famille, du type de lien constitué. C'est comme ça qu'on va rendre compte d'une politique d'immigration, d'une politique de solidarité intergénérationnelle. C'est en gros, c'est quelque chose qui nous vient, comme vous savez, de l'école de Chicago, où les noms connus, c'est Friedman, Gallagher, etc., où on va, comme ça, dire, finalement, le métier est un crime, choisir le crime, c'est choisir un métier, il faut donc dissuader les gens de choisir ce métier. Pour les dissuader de choisir ce métier, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut supprimer les excuses de minorité, parce qu'il y a beaucoup de jeunes délinquants, donc si bien sûr on maintient une excuse de minorité, on va en somme inviter à choisir ce métier, il faut la supprimer, il faut augmenter les peines, enfin bref, si vous voulez, c'est toute une politique sur les politiques qu'on va appeler conservatrices, réactionnaires, que vous avez bien sûr vu se déployer tout au long de ces décennies dans les différentes sociétés occidentales. Mais je crois que l'idée majeure, c'est que l'individu, le sujet humain, n'est rien d'autre qu'un homme économique dont on peut rendre compte de ses comportements à partir d'une théorie de l'action rationnelle, c'est-à-dire qu'on peut prévoir quels vont être ses comportements en fonction de l'intérêt qui est le sien, et l'homme devenant prévisible, il peut à ce moment-là être gouverné. Donc, je fais très simple, je schématise énormément, mais c'est quand même cela qui a été dominant et qui, du coup, a conduit aussi à la destruction de l'État-providence, de la propriété sociale commune, tout ce qui avait été inspiré, qu'on a connu, si vous voulez, après la Deuxième Guerre mondiale, aussi bien avec le Comité national de la résistance qu'avec ce qu'on appelait l'esprit de Philadelphie. C'est ce que c'est l'esprit de Philadelphie. En 1944, le Bureau international du travail est réuni à Philadelphie et se pose la question comment éviter l'horreur de ces guerres mondiales, ce sont des industries de la mort, des industries de l'horreur, et la réponse du Bureau international du travail, c'est de dire il convient d'investir sur l'avenir. Investir sur l'avenir, c'est-à-dire investir en termes de justice sociale, de santé et d'éducation. Au passage, on en est bien compte du contrepoint aujourd'hui, n'est-ce pas, où la santé, l'éducation et la justice sociale ne sont plus des investissements pour l'avenir et sur l'avenir, n'est-ce pas, chose que le philosophe Walter Benjamin appelait le meuble inachevé, mais à contrario sont aujourd'hui des déficits, des budgets qui viennent accroître les déficits publics, la dette, etc. Donc vous voyez, c'est ce remplacement en perspective qui est extrêmement important. Ce qu'il faut bien entendre, c'est que c'est pas du tout une affaire d'économie.
qui pourra corriger ce que vous avez dit. Et c'est pas du tout une affaire d'économie, n'est-ce pas? C'est une machine philosophique derrière la vision économique de l'humain. C'est ce que Marcel Mauss appelait déjà en 1994 l'homo economicus. Il disait l'homme économique est devant nous. Il n'est pas derrière nous, il est devant nous. On a vu que ça a fait que ça croît, et surtout ça a touché, si vous voulez, des secteurs qui jusque-là avaient été épargnés. Je crois que c'est ça le point important si on veut opposer, par exemple, le néolibéralisme allemand au libéralisme américain, comme l'a proposé Michel Foucault. On voit bien que la santé, l'éducation, la recherche, un certain nombre de secteurs avaient été jusque-là épargnés. Avec le néolibéralisme américain, pas du tout. Tout est une entreprise, tout est une occasion de produits financiers. C'est une véritable financiarisation généralisée de l'activité humaine, et la nature comme l'homme ne sont plus que des stocks d'énergie à exploiter à l'infini. Donc c'est un point qui est très important. Je vais être très concret. Je vous donne une information que vous avez peut-être vue aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous savons aujourd'hui que les hôpitaux sont en danger parce qu'il y a une dette de 30 milliards qui est complètement corrompue par des emprunts toxiques. Et ça veut dire, donc, un affolement complet par rapport à ça, mais c'est demain, c'est telle collectivité territoriale, c'est telle université, si vous voulez, à l'est de Paris, qui est une financiation de paiement. C'est-à-dire qu'on a fait de ces institutions qui n'étaient pas des institutions branchées sur l'industrie, l'économie, le commerce, la finance, on en a fait des entités qui devaient se penser en termes justement économiques, commerciaux et financiers. Et ça, c'est tout à fait dramatique, et ça vous explique qu'en plus, on les a mis en concurrence, l'université, avec la loi LRU, mais on va revenir sur ce point, ça n'a pas beaucoup changé Madame Ferrazo, n'est-ce pas, si vous voulez, les universités, les hôpitaux, etc., sont mis en concurrence, et c'est l'idée que la mise en concurrence va produire une meilleure performance, une meilleure efficacité. Alors, il faut tout de suite peut-être noter ce point, n'est-ce pas? La notion même de performance